Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, hein. Vous avez bien entendu? La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de cette même fédération anarchiste. Nous sommes le 17 janvier 2017. C'est bien ça, le 17 janvier, camarades? Bon. C'est l'émission Arakaï qui sera consacrée aujourd'hui même, et sans attendre, enfin une demi-heure après, quoi, à Frédéric Bazille. Voilà, un peintre qui est inqualifiable en quelque sorte, puisqu'il n'est ni impressionniste ni naturaliste, il est entre les deux, mon cœur balance, voilà. Très jeune, il est mort très jeune, et bon, donc on n'a pas beaucoup de choses sur lui, quoique il a une œuvre quand même assez importante. Bref, vous allez entendre Noir Désir qui chantait le temps des cerises, un petit peu différent du temps des cerises chanté par Bouloudji ou des gens comme ça, voilà. Et cette émission se veut un regard en marge sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Bon, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Allez, ciao bambino. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Et bambina. Père sacré, ô terre de Palestine, tes pleurs, tes cris me peinent et me chagrinent. Toute cette violence que tous ces gens subissent, je la dénonce au nom de la justice. Des familles entières qui sont exterminées, femmes et enfants, personne n'est épargné. Au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, à l'unisson, nous chantons pour la paix. Au nom des droits de l'homme, au nom de la dignité, à l'unisson, nous construirons la paix. Palestine, Allah est avec toi. Palestine, le monde est avec toi. Palestine, jamais on t'oubliera. Palestine, toujours je pense à toi. Je garde espoir que la paix un jour viendra et que ce cauchemar un jour se terminera. On ne veut plus voir cette violence inutile qui enlève la vie à des milliers de civils. Tous ces enfants devenus orphelins pleurent chaque jour la mort de leur prochain. Leur seule défense face à ces militaires, invocation, prière et jet de pierre. Au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, à l'unisson, nous chantons pour la paix. Au nom des droits de l'homme, au nom de la dignité, à l'unisson, nous construirons la paix. Palestine, Allah est avec toi. Palestine, le monde est avec toi. Palestine, jamais on t'oubliera. Palestine, toujours je pense à toi. Alto blocus, prison à ciel ouvert, qui plonge un peuple dans une vraie misère. La nourriture et l'eau deviennent très rares. Malgré tout ça, la foi leur donne espoir. Ces pauvres gens vivant dans la souffrance subissent également le poids d'un long silence. Main dans la main, soyons tous solidaires pour déterrer l'arbre de la misère. Tous ensemble, levant les mains au ciel, implorant Dieu de faire leur vie plus belle. Tous ensemble, levant les mains au ciel, implorant Dieu de faire leur vie plus belle. Tous ensemble, levant les mains au ciel, implorant Dieu, Dieu l'éternel. Palestine, Allah est avec toi. Palestine, le monde est avec toi. Palestine, jamais on t'oubliera.
à toi. Palestine, Allah est avec toi. Palestine. Terre de Palestine, Riyad Amani. Oui, sauf que non. Le monde n'est pas avec toi, Palestine. Petite citation d'un général israélien en 1983. Nous déclarons ouvertement que les Arabes n'ont aucun droit de s'établir sur ne serait-ce un seul centimètre du grand Israël. La force est l'unique chose qu'ils comprennent. Nous devons utiliser la force absolue jusqu'à ce que les Palestiniens viennent ramper devant nous. Voilà, c'est une pétara du chef d'état-major des forces de la défense israélienne qui s'appelle Raphaël Eitan. C'était en 1983 et c'était dans le New York Times le 14 avril 1983. Voilà. Et si on reprend des citations israéliennes depuis Ben Gurion, c'est dans le même style, quoi, à peu près. Ça va de ça jusqu'à l'éradication des Palestiniens, etc., etc., etc. Voilà. Tuer les enfants, tuer les femmes. Vous savez que ce sont les femmes qui font les enfants, et donc les enfants qui deviendront après les adultes, et tout ça, c'est très mauvais pour l'État d'Israël. Bon, sur ce, sur le site de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, auquel je suis abonné, et dont vous pouvez trouver l'adresse sur le blog de notre émission, à racaille.fr, j'ai lu, il y a quelques jours, un article, je crois que c'est de Pierre Stamboul, qui s'adresse, qui est une lettre ouverte à l'Estrosi, le motodidacte, là, qui est allé, je vous en avais déjà parlé, qui est allé en Israël pour planter un olivier symbolique. Voilà, équipé évidemment avec sur la tête une kippa, etc., etc., alors qu'il n'est pas du tout de confession juive, mais enfin bon, il paraît que c'est la tradition. Enfin bref, et le KKL, qui est une association, pas humanitaire du tout, mais une association qui depuis 1901 traficote les terres palestiniennes, enfin c'est-à-dire les achète, avec pour mission d'en virer, une fois achetés, tous ceux qui sont dessus, c'est-à-dire les paysans qui cultivaient ces terres, voilà, souvent pour des Turcs, parce que c'était la Turquie, si vous voulez, la puissance qui était responsable, enfin qui était voilà, une puissance coloniale de la Palestine, et puis donc il y avait ce qu'on appelle des bey qui étaient à Istanbul, qui étaient dans ces bleds-là, qui étaient en Turquie donc, qui en touchaient les dividendes et qui en avaient rien à foutre. Et c'est eux qui vendaient ces terres aux Juifs du KKL, voilà, qui s'appropriaient ainsi petit à petit des morceaux de la terre palestinienne. Voilà. Bon, alors ce KKL continue ses exactions, évidemment, ça n'a pas cessé depuis 1901. Donc ça fait plus d'un siècle d'acquisition de terrain et d'éradication, si vous voulez, des paysans qui travaillent sur ces terres rachetées. Voilà, et c'est eux qui étaient à la manœuvre, là encore, à ce plantage d'oliviers. Je rappelle au passage que les incendies qui ont ravagé une partie de la Palestine il y a cet été, là, je pense, oui, étaient des forêts replantées justement par ce fameux KKL en pins, je suppose des pins d'Alep, endémiques sur le pourtour méditerranéen. Il n'y a rien qui flambe mieux. On voit les incendies qu'il y a sur la Côte d'Azur régulièrement. Surtout là-bas, c'est très sec, il y a des vents violents. Bon, voilà. Alors, on a foutu ça, évidemment, d'un chef de gare, plus ou moins ouvertement, sur le dos des Palestiniens. Bah, voyons. C'est tellement plus facile. Alors, l'Estrosi de mes deux, là, le motodidacte, comme l'appelle le canard, c'est un surnom qui lui va très bien. Il faut voir l'intelligence brillante dans son regard, un espèce d'abîme. Voilà, il a l'air vraiment très, très... c'est de lumière, quoi, un petit peu comme son pote Ciotti. Vous voyez, tous ces gens-là qui résident sur la Côte d'Azur, où évidemment il y a une communauté juive assez importante,
Pas des pauvres, hein. Non, là, non. Il y a des pauvres juifs, hein, mais ils sont pas sur la Côte d'Azur. Voilà, alors, on sent bien qu'il y a là si vous voulez, un clin d'œil à cet électorat en allant en Israël et en offrant 50 000 euros à ce fameux KKL. 50 000 euros, c'est la région qui paye, c'est-à-dire ce sont les citoyens de cette région. Hein, l'argent, il vient pas de la poche d'Estrosi, hein, faut pas non plus se faire d'illusions là-dessus. Il vient de la poche des concitoyens de Monsieur Estrosi, qui se permet, tel un potentat oriental, de puiser dans la caisse de la région pour ses copains du KKL. Voilà, pour acheter, en plus, certainement que ça va servir aussi, au lieu d'acheter des arbres, ça va peut-être servir même à acheter des terres pour en expulser des familles palestiniennes, raser leurs villages, etc., comme Israël le fait depuis 1948. Voilà. Bon, et puis bien avant, évidemment, pour l'achat de terres, etc., etc. Alors voilà où on en est aujourd'hui, des pétarades de cet imbécile congénital, voilà, qui se permet d'utiliser l'argent de ses concitoyens pour récupérer les voix de ses électeurs de confession juive. Enfin, ils ont bien le droit de voter pour lui, mais ils ont le droit aussi de savoir que les gestes, comme celui que vient de faire Estrosi pour le KKL, c'est pas des gestes dénués d'intérêt, voyez-vous. Hein, l'électorat, ça compte par-dessus tout. Voilà, alors, une fois de plus, cette pauvre Palestine est comment dirais-je, mis à l'écart de tout ça, vous voyez, l'extermination des occupants légitimes de cette région continue tranquillement. Ils font pas. Alors il y a un gros débat évidemment. Là, je viens de regarder le commencement d'un film que m'a recommandé ma camarade Piquécou. Voilà, sur une classe de collège, une seconde ou une terminale, je sais plus. Une classe de seconde. Une classe de seconde. Alors composée évidemment d'élèves de quartiers plus ou moins défavorisés, voilà, et leur professeur d'histoire veut leur faire le concours. Il y a un concours annuel sur la Shoah, etc., etc. Et là, évidemment, les gamins avancent que la Palestine, là, se poursuit un génocide depuis... Alors, la professeure leur donne la définition d'un génocide. Et évidemment, la Palestine ne correspond pas, si vous voulez, à cette définition du génocide. Mais j'avancerai d'une manière hardie et que... enfin, hardie. Les gars, ouais, non, pas tout à fait ça. Que la Palestine, à mon avis, pour mon petit avis personnel, hein, j'ai bien le droit de le donner en même temps. On est sur Radio Libertaire, on n'obéit pas aux ordres. Hein, c'est un génocide rampant, voyez-vous, ça dure depuis 1948. Alors évidemment, il n'y a pas de chambre à gaz, il n'y a pas de camp de concentration, quoique on pourrait dire que Gaza en est un et que la Cisjordanie en est un plus grand. Voilà, et bon, il n'y a pas clairement, si vous voulez, il n'y a pas un texte officiel qui dit clairement qu'on va, comme l'avait fait Hitler, avec programmer, si vous voulez, une destruction massive du peuple palestinien. Mais le résultat, c'est pas très différent, en fin de compte. À part les atrocités des chambres à gaz et l'extermination des femmes, des bébés, des vieillards, etc. Bon, mais bon, il y a quand même, on tue quand même, on se souvient, je vous l'avais dit ici, de rabbins fanatiques qui prônaient l'extermination des bébés, etc., des femmes et tout ça. Bon, voilà. On est là-dedans. Personne n'en parle. C'est jamais rappelé nulle part, ouvertement. Donc, je profite de la permission de cette radio, là, ce que cette radio nous permet, en tout cas, de dire, quand on n'appelle pas, évidemment, on fait pas des appels au meurtre, hein. Non, simplement à savoir, enfin, encore une fois, pourquoi on vous a passé cette chanson, pourquoi on fait des rappels de cutie assez réguliers sur le sort réservé à ce tout petit pays perdu, enfin surtout perdu pour les médias. Ils ne connaissent pas, ils s'en foutent complètement. Je rappellerai aussi occasionnellement que la France
malgré des événements récents qui, semble-t-il, c'était surtout, je crois, Valls-Musette, là, qui était à la manœuvre pour un rapprochement, si vous voulez, avec Israël, au mépris de la Palestine, voilà. Mais quand même, la France a aidé, si vous voulez, en quelque sorte, c'est pas si vous voulez en quelque sorte, c'est elle a aidé tout simplement des Palestiniens en leur donnant des maisons en dur pour qu'ils puissent s'abriter. Alors ça se passait dans le Negev, mais il n'y a pas que dans le Negev. Ça se passait dans le Negev avec des Bédouins, voilà, qui habitaient à l'origine dans des grottes, où ils y sont retournés depuis, puisque la France leur avait offert des maisons en dur et que l'État d'Israël les a détruits parce que paraît-il que c'est pas légal, qu'on doit pas. Alors tous les jours ils expulsent des Palestiniens pour construire des colonies, mais eux c'est légal alors que la communauté internationale, par un vote à l'ONU majoritaire, a dénoncé cette colonisation sauvage qui continue au détriment, évidemment, des Palestiniens. Je rappelle comme ça, en passant, que Tel Aviv, cette ville moderne, cette ville progressiste, est construite sur 7 villages qui ont été détruits, rasés, etc., etc. Voilà, c'est comme beaucoup d'endroits de Palestine. Voilà, et ce bouffon de Trump, qui veut aussi, lui, il va en rajouter une couche, coller l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem, ce qui, de facto, serait une reconnaissance d'Israël comme la capitale d'Israël. Voilà, c'est toutes ces choses-là, il faut les dire, les répéter, que chacun en prenne conscience, parce que l'Europe a vécu, si vous voulez, sous la botte, le talon de l'État facho, le Troisième Reich hitlérien, et que normalement, on devrait un peu s'en souvenir en pensant à ce qui se passe en Palestine, parce que il y a quand même des similitudes, je vous dis, hormis les camps de la mort. Voilà. Alors, plus jamais la Shoah, évidemment. D'ailleurs, dans ce film, c'est cette enseignante qui va apprendre à ces jeunes gens la différence entre un génocide programmé et des tragédies meurtrières comme il s'en passe en Palestine, où on ne peut pas parler encore de génocide. Voilà. Alors, un film que même un camarade Piqueux va vous en parler dans le culturel. Vous voyez, moi j'ai commencé à le regarder ce matin avant de venir ici et j'ai chialé pendant une demi-heure. Ah ben, elle m'avait prévenu. Hein. Voilà. Elle était rassurée que j'ai chialé. Bon, on peut voir les choses comme ça, on peut les voir autrement. Voilà, alors tout ça pour vous dire que, bon, essayez d'aller sur le blog de notre émission pour choper l'adresse du site de cette association juive française pour la Palestine, avec évidemment des rédacteurs qui sont juifs, comme Pierre Stamboul, etc., qui a fait cette lettre ouverte à Estrosi, et vous serez comme ça vraiment informés sur ce qui se passe là-bas. Ouais, la lettre, je l'ai mis en lien directement sur le billet qui sera consacré à l'émission d'aujourd'hui. Une citation d'Honoré de Balzac: la bêtise a 2 manières d'être, hein. Elle se tait ou elle parle, la bêtise muette est supportable. Voilà, tout ça pour parler prix Nobel, la preuve qu'une fois de plus, tous ces hochets et titres ronflants décernés à des individus pour leur soi-disant aptitude ou compétences scientifiques restent du pipeau et n'attestent en rien de l'intelligence et de la réflexion des 10 individus dès lors qu'on éloigne la lorgnette. On peut être prix Nobel et se laisser embobiner par l'industrie agroalimentaire et celle des OGM. 111 prix Nobel, que ce soit des chimistes, des physiciens, des médecins, ont accepté de signer une lettre accusant Greenpeace de crime contre l'humanité. Vous avez entendu ce qu'a dit ma camarade? Greenpeace contre le crime contre l'humanité. Voilà. En s'opposant aux OGM, effectivement, dont principalement le riz doré, qui est supposé être riche en vitamine A, Greenpeace se ferait chaque année complice de la mort d'un demi-million de pauvres gens privés de ces vitamines. Il n'existe actuellement aucune preuve scientifique que le riz doré soit une solution à la carence en vitamine A, et malgré 20 années de recherche, il n'est toujours pas disponible à la vente par son concepteur. C'est donc une impasse coûteuse et ratée. Mais ce n'est pas seulement le point de vue de Greenpeace, c'est aussi celui de scientifiques spécialistes de la question, dont les travaux ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques. Donc ce riz doré est une arnaque. Le cas du riz doré ne refait pas surface par hasard. En effet, dans l'État du Vermont aux États-Unis,
l'étiquetage des OGM devait devenir obligatoire le 1er juillet 2016. Ce serait une grande première et un grand revers donc pour cette industrie des OGM. Cependant, le Sénat a proposé l'adoption d'une loi fédérale qui primerait sur la loi de l'État et donnerait bien plus d'amplitude aux industriels quant à l'étiquetage de leurs produits. Autre hasard du calendrier, cette offensive précède des échéances dans les semaines et mois à venir sur la question des nouveaux OGM, en Europe notamment. Donc le riz doré est un cheval de Troie du lobby pro-OGM qui espère, grâce à celui-ci, ouvrir la voie vers une autorisation globale des plantes génétiquement modifiées. L'argument de lutte contre la faim n'est qu'un argument marketing pour tenter de faire accepter les OGM. Et les OGM ne sont pas une solution aux problèmes urgents de résilience climatique et de sécurité alimentaire. Au contraire, ces OGM sont source de problèmes supplémentaires, utilisation de pesticides, domination du marché par quelques multinationales, incertitude fondamentale quant à notre capacité à nourrir la planète, ainsi le paradigme de cette agriculture haute technologie persiste. Donc Greenpeace a publié aussi depuis des années des dizaines de rapports scientifiques qui montrent que les OGM n'ont rien tenu des grandes promesses d'augmentation de rendement agricole et donc finalement n'ont rien contribué à la baisse de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition dans le monde. Ils n'ont tout simplement pas été conçus pour ça. La réponse à la malnutrition se trouve dans un régime varié, dans un accès équitable à l'alimentation et dans un modèle agricole écologique résilient au changement climatique qui va vers plus de souveraineté alimentaire et qui renforce donc l'autonomie. Des techniques modernes de sélection végétale sans modification génétique existent et font partie de la solution. Mais ça ne rapporte pas pareil à la fin pour cette industrie agroalimentaire. Donc, prix Nobel et conflit d'intérêts, oui, effectivement, le 29 juin, l'appel contre Greenpeace est lancé en fanfare au National Press Club de Washington. Il y a un videur à la porte, des scientifiques liés à Greenpeace sont refoulés, et ce videur s'appelle Jay Byrne. Et ce Jay Byrne n'est autre que l'ancien directeur de la com chez Monsanto. Il dirige actuellement une agence de relations publiques qui s'appelle V-Fluence, qui conseille entre autres l'industrie des OGM. Est-ce que c'est un hasard ? Hasard complet, pauvre parano, car Byrne, interrogé sur son rôle exact, lâche qu'il est, porté volontaire bénévolement pour aider à la logistique. Amis de la science et des scientifiques incorruptibles, ce n'est pas fini. Parmi les 2 Nobel les plus engagés dans la diffusion du pamphlet anti-Greenpeace, on trouve un Richard Roberts, directeur scientifique d'un machin au service de l'innovation industrielle, et un Philippe Chart qui dirige plusieurs boîtes de biotechnologie. Voilà, donc les prix Nobel sont tout à fait capables, soit effectivement par intérêt, soit de se laisser embobiner sans avoir un esprit plus critique. C'est toujours pénible de voir que c'est comment on peut arriver à de telles dérives, quoi. Oui, on a les exemples célèbres de M. Kissinger, qui a été prix Nobel de la paix, qui était secrétaire de je sais plus quoi avec sous Nixon ou machin, et qui était un des bombardeurs, du Vietnam, là, avec l'agent Orange et compagnie. Voilà, puis d'un autre, vous allez me dire, je fais des fixettes sur les juifs, vous allez encore me traiter d'antisémite. Enfin, j'ai ma conscience, ça me suffit. De M. Begin et de M. Anwar el-Sadat, 2 chefs de guerre quand même assez sanglants, qui ont été aussi consacrés prix Nobel de la paix. Et la liste n'est pas exhaustive, puisque Barack Obama aussi prix Nobel de la paix. Il n'y a jamais eu autant de bombes balancées sur le Moyen-Orient. C'est quelque chose d'invraisemblable pendant son mandat. Alors on peut pleurer que va venir après lui un rigolo comme Trump, voilà, mais bon, peut-être que Bobin en est un peu responsable aussi, voilà. C'est vrai que je préfère un Obama, enfin pour son élégance naturelle, qu'à l'autre gros bourbier ambulant, là, mais bon, il faut dire les choses quand même comme elles sont, et les prix Nobel, c'est du bidon, en tout cas pour ceux de la paix, c'est prouvé, ceux des médecins, etc., dont vient d'évoquer le souvenir immortel de Piquet-Cou, là je veux dire que c'est une découverte, mais en même temps ça confirme la tendance généralisée
à la connerie, quoi, même chez les prix Nobel. Ouais, ça confirme qu'en fait, quand on a la tête dans le guidon et qu'on n'est pas capable de sortir de son domaine de compétences, en fait, on n'a pas forcément une vision globale du monde et qu'on n'est pas forcément capable d'en tirer des conclusions et d'avoir un esprit critique, quoi. Tout à fait. Et accuser Greenpeace de génocide, non mais c'est ça, génocide. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, c'est pas loin du génocide. Voilà. Et alors là, on pouffe. Non, on pouffe. Mais on pouffe d'une manière un petit peu amère, quoi, parce que bon, en arriver à un degré de mensonge aussi grotesque, c'est quand même assez affligeant. Ouais, donc monsieur les prix Nobel, on ne vous félicite pas. Non. Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche a tranché. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et Jara tomba tout son sang giclé, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger. Il piétina Victor Jara, chante, dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami. Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73. Lettre à Kissinger, Julos Bocarne. Oui, je me souviens, ça me rappelle des souvenirs assez tristes. En 1973, je travaillais dans la presse magazine photo, dans un magazine de photo qui s'appelait Reporter. Et les gens de Gamma et d'autres agences de presse étaient au Chili. On a publié d'ailleurs un numéro spécial sur le Chili. Et on voyait les cadavres flotter sur une rivière qui traversait Santiago. Voilà, on avait des photos du stade, etc., etc. Et bon, ça c'est sûr. On avait des informations sûres sur l'assassinat de Pinochet, etc. Pas de Pinochet, pardon. D'Allende. D'Allende, voilà. Et c'était un coup d'État fomenté par la CIA. Voilà, il y a eu des films après là-dessus. Oui, les États-Unis, hein, c'est pas blanc, 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 blanc. C'est plutôt noir, 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 noir. Alors bon, les États-Unis, la Russie, la Chine, même combat, les puissances impérialistes ne changent pas, ne changeront pas tant qu'elles seront puissances impérialistes. La France l'a été, l'Angleterre l'a été. On sait que l'Allemagne l'a été, mais d'une autre manière aussi. Voilà.